Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie, je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. Ce n'est pas l'évangile que Jacques-André Vernon m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit, Dalo, on dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Vernon. La dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Je suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, je dis, quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. Et il sait bien le faire. Je donne ce simple témoignage. Voilà. Et salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci. Merci de vous savoir assez nombreux en train de nous suivre, bien-aimés. Partagez encore une fois de plus la vidéo. Et abonnez-vous encore. Et que les très hauts vous viennent en aide. Merci. Merci de votre participation dans la MAT officielle. Grâce à vous, au jour le jour, nous sommes là. Nous nous efforçons de mettre à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci de vous savoir encore assez nombreux. Venez nous rejoindre dans la grande famille La MAT officielle. Augmentons la mercure encore, bien-aimés. Merci beaucoup. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Merci. Donc, nous allons encore partager ensemble avec vous, bien-aimés. Bienvenue dans notre track info du dimanche où nous parlons de tout. Nous faisons un peu le mélange entre la religion, la politique et puis les divers. Voilà, donc ensemble nous allons. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est plus la religion qui va battre les records. Donc ensemble nous allons partager. Et puis j'étais à signaler que nous allons revenir sur la vidéo de l'apôtre Roland Dalo. Nous allons revenir sur ça. Bien aimé, je crois que au jour le jour, nous nous sonnons de la trompette. Les choses que les pasteurs sont en train, certains pasteurs sont en train de dire aujourd'hui, nous l'avons dit il y a quelques, voilà, il y a quelques mois passés. Vous comprenez, avant même qu'il y ait des bruits sur, voilà, constitution, changement ou non, nous avons sonné de la trompette ici dans la MAT officielle et dans le but de réveiller la conscience de certaines personnes. Et nous avons essayé un peu de pointer du doigt, voilà, à certains pseudo-pasteurs, si je peux me permettre, voyez, voilà, d'accord. Et là, nous avons constaté que le travail commence à payer et certains pasteurs commencent au moins à changer le langage. Vous comprenez? Voilà, donc la vérité les oblige à changer un peu le langage. Bien aimé, vous pouvez manipuler tout un peuple, chaque temps. Mais il arrivera un moment où vous ne serez plus à mesure de manipuler ce peuple-là. Vous ne serez plus à mesure de créer encore d'autres formules de la manipulation. Vous comprenez? Vous serez vous-même un ridicule. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la conscience va commencer à vous tourmenter. Vous comprenez? Lorsque vous demeurez dans les mensonges, même votre conscience va vous tourmenter à telle enseigne que vous pouvez même manquer les sommeils. C'est-à-dire que même pendant que vous montez sur votre lit pour dormir, la pensée vous revient à l'esprit. Et la conscience vous dit, mais monsieur, vous êtes un voleur. Vous êtes un grand voleur. Pourquoi continuez-vous à voler? Ou bien pourquoi continuez-vous à mentir rien que pour bénéficier de certaines faveurs ou bien des billets de banque de la part de certaines personnes? Vous comprenez? Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Bon, voilà, nous allons revenir. Mais de quoi allons-nous partager tous ensemble aujourd'hui? Voilà, nous allons parler aussi, comment dirais-je, comme vous avez vu, du pasteur Roland Dalo. Nous allons revenir sur ça. Et il n'y a pas que le pasteur Roland Dalo. Donc, il y en a tant d'autres, voilà, qui ont emboîté aussi les pas.
Et souvenez-vous que nous avons sonné la trompette. Vous comprenez? Mais là, nous constatons qu'il y a un peu de fruit et nous espérons que cela va s'étendre encore. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous allons parler de ça. Ensuite, nous allons parler du président Félix Antoine Tshisekedi qui est aussi entendu ce dimanche au centre missionnaire Philadelphie. Voilà. Donc, je crois que nous allons vous apporter et la lumière, je crois que prochainement, nous allons voir ces qualités parce que c'est aujourd'hui, là où je vous parle, où les présidents, en réalité, devraient se présenter là-bas. Donc, nous allons un peu voir ça. Voilà. Et nous allons parler aussi de l'insécurité alimentaire. Vous vous souviendrez avec moi que nous avons ici parlé de l'insécurité sur toutes ses formes. Nous avons dit qu'il y en a plusieurs sortes de l'insécurité en République démocratique du Congo. Et là, nous allons parler aussi de nous allons lire quelques articles, ou bien un article, si vous voulez, sur l'insécurité alimentaire. Là où on nous signale plus de 25,6 millions de personnes touchées. 25,6 millions de personnes touchées par l'insécurité alimentaire. Nous allons essayer de parler de cela. Voilà, on nous propose encore quoi en République démocratique du Congo. Voilà, nous allons aussi parler de l'intervention du cardinal Ambongo sur le changement ou bien la révision constitutionnelle. Nous allons aussi, le cardinal Ambongo avait réagi, donc nous allons aussi parler de cela. Rapidement, nous allons aussi parler du Front démocratique africain qui a réagi aussi par rapport à cette action de changement de la Constitution. Nous allons vous proposer l'interview. Et voilà, l'intervention d'un acteur. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Voilà, d'accord. Donc, sans plus tarder, essayons un peu de revoir encore la vidéo de l'apôtre Roland Dalo. Revoyons un peu son interview. C'est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie, je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. C'est pas l'évangile que Jacques-André Vernon m'a appris. Arrête un peu sur l'image. Moi, je crois que l'apôtre Roland Dalo dit Nalia Kate à cause ya mutuana. De qui? L'apôtre Dalo est en train de faire allusion. Moi, j'aimerais que nous puissions revenir sur ça. C'est intéressant. Revenons un peu en arrière pour écouter. Ah, voilà. La liakate à cause ya mutuana. C'est un peu fort. Hein? Franchement, c'est un peu fort de la part de l'apôtre Roland Dalo. Il dit na liakate à cause ya mutuana. Mais il parle de qui maintenant? Il parle de qui? Naliakate à cause de Moutouana. Naliakate à cause de Moutouana. Mais l'apôtre Dalo, c'était vraiment trop tranchant. Mais il n'a pas, excusez-moi, il n'a pas cité les noms. Mais il a posé un problème. Il dit Naliakate à cause de Moutouana. Et les gens ont déduit directement qu'il fait déjà allusion au chef de l'État. Parce que nous savons tous qu'il y a une vive tension entre les gens de la présidence ou bien l'UDPS et l'apôtre Roland Dalo. Et là, il s'agit bel et bien de la réponse du président, de l'apôtre Roland Dalo, parce qu'il y avait déjà des tensions. Parce que vous allez suivre encore qu'a été l'intervention de l'apôtre Roland Dalo qui a causé tout ça, parce qu'il avait dit que, comment dirais-je, j'ai honte d'être congolais, et il a parlé de voleurs de la République qui sont là en train de se pavaner de gauche à droite et qui n'ont jamais été inquiétés. Il a parlé de gens qui volent dans les étalages
des enfants qui volent dans les étalages et qui sont incarcérés. Mais des vrais voleurs patentés, ils sont là en pleine liberté, en train de vaguer fièrement à leurs occupations. Donc, c'était ça les problèmes. Et voilà, il y a eu un complot maintenant contre lui. Il y a eu un plan mis en place contre Roland Dallot. Et il était aussi obligé de rétorquer, de répondre. Et voilà, il est en train de répondre. Il n'a lié à cause d'Amoutoua. Il n'a pas cité les noms. Mais les circonstances confirment qu'il est en train de parler du chef de l'État. Mais est-ce que c'est de cette manière-là? La raison pour laquelle vous allez comprendre qu'en RDC, il y a plein de secrets. Plein de secrets. Moi, je vous ai dit ici, dans la matte officielle, que la plupart des hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui au Congo, ne les prenez pas seulement comme étant des hommes de Dieu que vous acclamez là. Ce sont des personnes qui sont en train de jouer des rôles un peu capitaux sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ils sont en train de jouer des rôles si on vous montre ce que ces gens-là ils font en cachette. Vous n'allez pas croire. Mais posez-vous la question, pourquoi monsieur l'apôtre Roland Dallot est libre de répondre? Mais regardez sa façon de répondre. Il dit Nalia Kate à cause de Moutouana. Donc, on sous-entend déjà vous comprenez, et qu'il faisait allusion à qui? Selon, je dis bien, les circonstances prouvent déjà en suffisance qu'il parlait du chef de l'État. Mais est-ce que l'apôtre Dallot, c'est comme ça pouvait-il les s'adresser en disant que Nalia Kate à cause de Moutouana? Est-ce que ce n'était pas fort le langage? Mais pourquoi peut-il se donner le luxe de parler ainsi et calmement et tranquillement? Je vous dis en réalité pour certaines personnes qui ne comprennent pas. Je vous dis ici que la plupart des pasteurs que vous voyez là, ils sont dans le secret de ce qui se passe en République démocratique du Congo. La raison pour laquelle quand je parlais de la fermeture des églises au Rwanda, je vous ai dit que la plupart de ces pasteurs-là ont été envoyés en RDC. Et étant en RDC, ils ont été protégés par certains pasteurs. Donc, il y a la plupart des pasteurs qui sont en République démocratique du Congo. Ils connaissent politiquement parlant la situation de la RDC. Ils maîtrisent bien ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda. Et ils savent si nous sommes dans un jeu politique ou bien ce qui se passe est réellement vrai. Certains pasteurs. Et je vous dis encore la vérité, que M. Roland Dallot, il sait réellement ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parfaitement, il connaît mieux que quiconque ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il le sait si réellement le Congo est en conflit avec le Rwanda. Il sait réellement si nous sommes dans un jeu politique ou bien c'est vraiment la vérité entre le Rwanda et le Congo. Monsieur Dallot, il connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup. Il connaît l'origine de plusieurs choses. Il connaît même, c'est-à-dire qu'il connaît l'origine de certaines nominations. Monsieur Roland Dallot que vous voyez. Il connaît beaucoup de choses en politique de la République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a des nominations que M. Dallot, il connaît les sources. Que si ce monsieur est là, c'est parce que, quelque part, il a été mandaté par telle personne, par un homme impuissant, par un homme influent, il a été mandaté pour être là. Donc là, je ne suis pas en train, c'est-à-dire que je ne déballe pas tout, mais je suis en train de vous donner certains éléments pour que vous compreniez aussi pourquoi est-ce que M. Roland Dallot peut réagir et avec un langage un peu, comment dirais-je, poignant, avec un langage un peu fort. Mais poursuivons un peu cette vidéo.
Pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie, je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. Ce n'est pas l'évangile que Jacques-André Vernon m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit, Dalo, on dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu. Donc il dit encore, celui à qui vous pensez, je n'ai jamais vu sa dîme. Mais nous savons tous, selon les circonstances, qu'il s'agit du président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc le monsieur Dalo obligé aussi de se dédouaner selon ce qui se dit partout. Il dit, je n'ai jamais vu sa dîme. Je n'ai jamais vu sa dîme. Est-ce que c'est la vérité ce que monsieur Roland Dalo dit? Est-ce que c'est la vérité? Il n'a jamais vu l'enveloppe du chef de l'État. Il n'a jamais vu sa dîme. Il dit jamais. Mais je me pose la question. Après l'investiture du chef de l'État, au mois de décembre, le 31 décembre où le président de la République s'était rendu à Philadelphie, n'y avait-il pas de l'enveloppe? J'ai oublié de vous ramener cette image-là pour proposer, pour que nous puissions un peu balancer cela. Il dit, il n'a jamais vu, jamais. Bon, on ne juge pas la personne. Lui, il a parlé en plein média en disant jamais. Mais je me pose la question, les jours après l'investiture du premier mandat du chef de l'État, le 31, un certain 31 décembre, il s'était rendu à l'église à Philadelphie où il a passé le réveillon. Et on se pose la question. N'avait-il pas déposé sa dîme? N'avait-il pas déposé une enveloppe? Question mark. Mais là, c'est l'apôtre Dalo qui parle. Il n'a jamais vu. Il dit, c'est lui à qui vous faites allusion. Donc, les circonstances, ça nous confirme qu'il s'agit des chefs de l'État. Mais comment M. Roland Dalo devait parler de la sorte? Donc, on ne prenez pas Dalo aujourd'hui comme à moins que rien. C'est quelqu'un qui ne se met pas à l'offensive. Il est tellement derrière tout ce que nous savons de lui. Il est le pasteur du président de la République. Mais dans les secrets, nous ne savons pas les rôles que ce monsieur a joué dans le pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, nous ne savons pas. Mais il y en a des choses. Peut-être à la lumière où vont les choses. Vous aurez, c'est-à-dire que la lumière apparaîtra. La lumière apparaîtra. Mais essayez de creuser en profondeur. Vous allez voir que M. Dalo est pour quelque chose. Dans le pouvoir du président Antoine Tshisekedi, M. Dalo n'est pas un parvenu. Non. Non. Si nous remontons la filière de l'investigation, cela va nous ramener quelque part. Mais souvenez-vous, je vous ai donné certains indices. Je vous ai donné certains indices. Ne pensez pas que le pasteur, l'apôtre Dalo, est inconnu même du Rwanda. Non, 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 ne pensez pas ça. Ne pensez pas. Voilà. D'accord. Donc, nous allons ainsi avancer. Et comme si cela ne suffit, finissons d'abord la vidéo là. Ça, j'ai appris auprès de Jacques-André Vernon, la dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Je ne suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, j'ai dit, quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. Et il sait bien les faire. Je donne ce simple témoignage. Voilà, ça c'est ce qu'a été l'intervention de l'apôtre Dalo. Mais suivons maintenant là où le feu était allumé. La réaction qui a causé tout ça. Suivons un peu ça. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs
du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabaïbaka, 7 millions. Même si on volait, 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les gens en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réflexionner. Les vrais prix, c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. Même si on devait voler. Je lève mes mains sans s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. De vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu. Qui, quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Non. Voilà, donc voilà la vidéo bien-aimée qui a causé tous les problèmes jusque-là à Roland Dallot, où l'UDP s'est réuni pour chambarder, voire même ils ont donné une nationalité pour dire que Dallot, c'est un peu sénégalais. Donc, M. Roland Dallot serait un Sénégalais qui nous a infiltrés. Donc là maintenant, je vous dis, à l'heure où nous parlons, M. Dallot a c'est-à-dire, il y a une révélation sur sa vraie. C'est-à-dire que sa vraie identité, il paraît que c'est un Sénégalais. Ça, c'est selon l'IDP, ça. Voilà. Donc, il y en a même d'autres qui parlent de l'outrage au chef de l'État. Donc, moi, je crois que, en dehors de, comment dirais-je, la propagation de faux bruits, nous avons encore l'outrage. Donc, voilà des petits mots qui se prononcent maintenant si facilement dans la bouche de tout le monde. Hein? Voilà, d'accord. Donc, tout le monde devient l'organe de la loi. Là où il n'y a même pas des infractions, on voit des infractions. Donc, on veut coller des infractions. C'est-à-dire que là, on parle de l'outrage maintenant au chef de l'État. Donc, je ne sais pas. Je vous ai dit que Roland Dallot a parlé sans pour autant citer les noms de qui que ce soit. Et nous avons dit par rapport aux circonstances et ce qui se passe, ça prouve en suffisance qu'il parle du chef de l'État. Mais la justice ne peut pas s'en saisir d'un dossier ambigu, plein d'ambiguïté si vous voulez, et en faire un procès. Parce qu'il n'y a pas le nom de la personne. Même si les circonstances prouvent qu'il s'agit du chef de l'État, mais dès lors qu'il n'a pas mentionné les noms, dès lors qu'il n'a pas pointé du doigt qui que ce soit. Donc, moi je crois que quelqu'un qui peut ce procès
ne peut en aucun cas avoir lieu. Donc, cette accusation contre Roland Dallot sera irrécevable parce qu'il n'y a pas d'éléments. Mais vous allez voir qu'en RDC, il y en a déjà. Moi, je me pose la question. Ceux qui font des choses pareilles, ils ont été une fois à l'école. Est-ce qu'ils ont eu des cursus normaux pour dire des choses qu'ils disent souvent à la télé? Outrage contre le chef. On se pose la question. L'outrage contre le chef de l'État par rapport à quoi? Donc, les gens, ils déduisent seulement de leur pensée. Et après, on vous dit, voilà, ça, c'est l'outrage au chef de l'État. Mais où est-ce que le chef a s'est prononcé pour aller porter plainte pour dire que voilà, on m'a outragé? Donc, il n'y a qu'au Congo où nous voyons les individus créer des infractions au nom du chef de l'État sans que le chef lui-même ne porte plainte. Il y a un paradoxe. Et ceux qui font cela, je me pose, est-ce qu'ils ont été à l'école normalement? C'est-à-dire que voilà une insulte à l'intelligence à l'école même. Parce que vous reproduisez ce que vous avez fait. Parce que quelqu'un qui a été à l'école, il reproduit les choses qu'il a reçues à l'école, qu'il a apprises à l'école. Mais ce que vous mettez en pratique là, où est-ce que vous avez reçu ça? Donc ça prouve en suffisance que c'était l'école buissonnière. Vous faisiez semblant d'aller à l'école, d'aller à l'université, mais en réalité c'était pour des formalités. Et voilà des résultats. Voilà des résultats, des points sexuellement transmissibles et des points acquis au moyen de la corruption. Des gens qui ont déjà acheté des diplômes, qui ont acheté tout, qui ont acheté des points. Et ça ne peut que donner cela. Coller les infractions partout. Alors que Dallot, nous savons tous, selon les circonstances, qu'il est en train de parler du chef. Mais nulle part il a mentionné son nom. Nulle part. Il n'a pas insulté le chef. Il a parlé ce qu'il peut. C'est-à-dire que c'est comme... non, c'est grave. Hein? C'est grave. Mais vous allez comprendre que le message que nous balançons ici, dans la mat officielle, les gens qui nous regardent, ils comprennent certaines choses. Et j'ai l'impression que le message est en train dans la mat, c'est-à-dire que c'est que nous déclarons. Ils ont les oreilles pour écouter. Hein. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils écoutent. Hein. Nous avons rappelé à M. Dallot, il y a un mois passé, je crois, ou 2 mois, que vous avez fait une prière pour dire que Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs lors de l'investiture du 2e mandat du chef de l'État. Mais nous avons dit à M. Roland Dallot, l'heure n'est plus à faire la prière. Que nos seigneurs, nous sommes fatigués. Non, l'heure est à la dénonciation maintenant de ces voleurs-là. Il faut dénoncer. Là maintenant, vous voyez, le langage de l'apôtre Dallot change. Il ne fait plus la prière. Il commence maintenant à dénoncer. À dénoncer. À dénoncer. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne doit pas se limiter là. L'Église ne peut pas se limiter seulement là. C'est déjà un bon pas. Vous regardez déjà comment est-ce que ça touchait la sensibilité. Qui ne dit mot consent, qui se sent piqué connaît l'affaire. Dallot n'a pas cité le nom de quelqu'un. L'apôtre Dallot n'a pas insulté quelqu'un. Mais voilà, le monde, les pays s'agitent autour de M. Roland Dallot. Le Congo est agité. Les partis politiques sont agités. Des voleurs pantentés sont agités. Pourquoi êtes-vous agités? Donc comprenez déjà que c'est là où il faut maintenant penser. C'est là où il faut maintenant penser. Donc c'est là où il y a les problèmes. Il faut encore avancer. Il faut avancer encore. Il faut avancer encore, M. Roland Dallot. Avancer encore. Voilà. Donc, nous continuons. Vous allez voir qu'il n'y a pas que Roland Dallot maintenant. Là, les Caraboyés. Une autre encore apparaît. Qui? Marcelo Tounassi. Lui aussi, à son tour, a allumé le feu. Parlant des voleurs de la République démocratique du Congo. Parce que Roland Dallot avait dit que j'ai honte d'être congolais. Mais ça n'engage que lui. Il est libre de ses opinions. Il n'a pas insulté le Congo. Il n'a pas profané les drapeaux. Mais il dit, lui, il a honte d'être congolais. Pourquoi? Parce que dans les médias internationaux, on ne parle que des détournements en République démocratique du Congo. On parle que des voleurs. Et partout où lui se promène, on lui dit que non, voilà, vous bouffez l'argent du coltan. C'est-à-dire que
alors qu'il n'en est pour rien. Il a parlé devant vous. Donc la raison pour laquelle il a honte à cause de ça. Et suivons encore Marcelo Tounassi, qui a aussi réagi à son tour. La plupart des Congolais volent au travail. Dimanche, ils prient. Lundi, des voleurs. Ils sont dans des commissions bizarres de bizarres. Quelqu'un vient, je vais construire des routes. 1 million, non, ajoute 2 millions. Comme ça, on se partage. La malédiction sur tes enfants. La malédiction sur ta génération. Car à cause de ton égoïsme, le pays est en train de souffrir à cause de ton égoïsme. Ton égoïsme est en train de détruire le pays. Et il y a des gens qui n'investissent pas dans ce pays parce que toi, tu as seulement bloqué. Et tu as dit, tant que je n'ai pas ma commission, il n'y aura jamais cette route-là. Et des gens sont pauvres parce que toi, tu veux t'acheter une maison. Oui, que Dieu libère ce pays de l'esprit de commission. Que Dieu libère ce pays des gens qui élèvent les coûts des choses pour s'enrichir. Un hôpital doit coûter 1 million, vous dites 50 millions, et puis vous vous enrichissez. La malédiction sur vos enfants. Combien de gens meurent parce que vous avez refusé de construire cet hôpital-là? Quand tu as la foi, tu ne voles pas. Tu attends le temps de Dieu. Tu travailles calmement et tu sais que Dieu te bénira. De la même manière, un semeur, lorsqu'il plante une graine, il sait qu'il y a la puissance dans la terre qui va changer la graine en arbre et tu sais que Dieu te bénira. Voilà, d'accord. Donc là, vous venez de suivre encore hein, Monsieur Marcelo Tounassi, à son tour, hein, qui allume encore le feu. Toujours des voleurs. Nous avons parlé ici. La nation est gangrénée par des voleurs. Des voleurs. Et le monde entier en parle. Au Congo, les voleurs des deniers publics, ils sont dehors. Ce ne sont pas des détourneurs. Vous voyez, les pasteurs, ils ont compris. Ils ont changé le langage. On ne parle plus de détournement. C'est du vol. Parce que c'est l'argent du contribuable. Quand vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, ça s'appelle du vol. Mais là, maintenant, on doit enlever ces mots détournement. Non, vous avez volé les deniers publics. L'argent du contribuable. Vous avez volé. Et le mal avec les autorités, certains politiciens congolais, quand ils volent vraiment en vrai. C'est-à-dire qu'ils ne volent pas pour satisfaire peut-être un besoin. Et puis le reste du temps, il va servir la nation. Non. C'est-à-dire qu'ils volent aujourd'hui. Ils volent demain. Ils volent après. C'est-à-dire à chaque fois l'occasion se présente, il va voler. À chaque fois l'argent est en banque. Ils doivent, c'est-à-dire que leur problème, c'est qu'ils ne peuvent pas accepter que l'argent serve la nation. Non, cet argent ne peut pas servir la nation. Je dois voler cela. Ce n'est pas que non, il vient une fois, il a volé une fois, après le reste, il peut servir la nation. Non, leur problème. Et puis quand ils volent, ils ne volent pas petit. Ils volent grand. À telle enseigne qu'il n'y a plus rien dans la caisse de l'État. Il n'y a plus rien. Voilà maintenant la malédiction que les pasteurs ont commencé à prononcer. Roland Dalo a dit, même que les érosions poursuivent leur maison, même dans les endroits où il n'y a pas d'érosion. Marcelo encore enchaîné que la malédiction descend sur vous et puis vos enfants. C'est-à-dire que même vos enfants qui ne sont pas aux affaires vont encaisser la malédiction parce que c'est par rapport à la douleur, à la souffrance. On dit la malédiction sans cause et ni les sans effet, mais la malédiction avec cause a des effets. La raison pour laquelle ils sont agités. Non, on doit arrêter, comment dirais-je, l'apôtre Dalo, s'il ose encore, son église sera divisée. Tout ça parce que, c'est-à-dire que cette parole, elle les tourmente maintenant. Ils savent que c'est une parole avec effet. Parce que ce sont des voleurs. Et celui qui ne vole pas, il ne va pas se déranger. Mais ils sont dérangés. Pourquoi? Parce que ce sont des voleurs. Pourquoi cette parole vous dérange? Marcelo encore lui a libéré la malédiction. Et plus loin même, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, avait dit,
Godin Poy a dit qu'il est temps de prier maintenant et de demander la mort sur tous les voleurs de la République. Ça, c'est l'ancien président de l'Assemblée provinciale, M. Godin. Il dit, il est temps maintenant, je vous dis, prier et demander la mort. Que la mort puisse s'abattre sur tous les politiciens voleurs. Ça, c'est Godin Poy. Allez-y faire les problèmes aussi à Godin Poy. Allez-y faire les problèmes aussi à M. Godin Poy. C'est un député, il est là. Allez-y faire des problèmes. Mais voilà ce que moi j'ai dit au pasteur. Donc, voilà. Donc, nous allons finir encore cette histoire-là des pasteurs avec un autre pasteur. Et après, nous allons boucler cette étape avec voilà, une pensée. Regardons, suivons. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas avec ce genre de personnes que nous allons faire avancer ce pays. Car il y a des personnes qui sont eux-mêmes des problèmes. Comment voulez-vous trouver des solutions pour ce pays si vous avez des gens qui eux-mêmes au départ sont des problèmes? Réécoutons un peu cela, s'il vous plaît. Attendez, nous allons réécouter ça. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas avec ce genre de personnes que nous allons faire avancer ce pays. Car il y a des personnes qui sont eux-mêmes des problèmes. Comment voulez-vous trouver des solutions pour ce pays si vous avez des gens qui eux-mêmes au départ sont des problèmes? Voilà. C'est pasteur dit, il pose la question. Voilà. C'est un problème qu'il a posé. Peut-on construire le Congo avec cette classe politique? Bien aimé, est-ce que cela vous arrive aussi des fois de vous poser la question? Au moment où nous sommes, c'est-à-dire que sur cette étape où le Congo traverse, est-ce que c'est avec cette classe politique qui est devant vous là, que nous allons reconstruire réellement le Congo? Pensez-vous sincèrement, en âme et conscience, que c'est avec cette classe politique que le Congo va se retrouver? Sincèrement, est-ce que c'est là vous est arrivé de vous poser la question? Est-ce que c'est cette classe politique qui va sortir le Congo du gouffre, de l'emprisonnement, de cette infirmité sur tous les plans? Est-ce que c'est cette classe politique? Et ce pasteur réagit en disant, on ne peut pas donner la solution à une nation. C'est-à-dire qu'il fait mention ici à des politiciens qui sont eux-mêmes des problèmes. Donc, ils ne peuvent pas en aucun cas donner la solution à la nation. On ne peut pas prétendre donner la solution à une nation alors que vous-même, au départ, vous êtes un problème. Le Congo a des problèmes et les hommes politiques congolais, la majorité, ce sont des problématiques. Ils sont eux-mêmes un problème. C'est-à-dire que nous avons des politiciens qui sont déjà un problème pour la République. Et ce sont des personnes, c'est les mêmes personnes qui nous parlent de la solution pour la République démocratique du Congo. Est-ce que croyez-vous que le Congo aura la solution? Et je ne sais pas si ces gens-là nous prennent pour des bêtes ou bien des malades. Parce qu'au départ, nous savons que ce sont des problématiques. C'est-à-dire que chaque Congolais connaît qui est qui. Seulement, ils n'ont pas la force de réagir. Si vous posez la question à un Congolais, connaissez-vous qui est M. Vital Kamerhe? Il vous dira qui est Vital Kamerhe. Que pensez-vous de M. Vital Kamerhe? Il vous dira. Posez la question à un Congolais. Qui est M. Nicolas Kazadi? Que pensez-vous de M. Nicolas Kazadi? Les Congolais vous diront. Même s'ils sont calmes, mais ils connaissent qui est qui. Ils connaissent qui est qui. Posez la question. Connaissez-vous tel homme politique? Voilà. Cet homme vous inspire quoi? Ils vont vous détailler, à bien ou à mal. Ils vous diront, ils connaissent. Mais la question, il faudrait se poser. Est-ce que c'est avec cette classe politique que le Congo va changer? Avec des politiciens qui sont au départ, eux-mêmes, au départ, ils sont des problèmes. Ils sont un problème pour la République. C'est-à-dire, nous avons des politiciens qui sont déjà des problèmes. Quand on te parle de tête, tu sais que c'est un problème pour la Azali Kama pour la République. Un problème sérieux. Mais Mouto Azali Kama pour la République. Et c'est lui qui va apporter la solution. Non.
Même dans la Bible, il est dit que la prière d'un impie, c'est une abomination devant l'Éternel. Donc, combien plus forte une nation, un homme qui est censé servir une nation, lui-même, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il ne peut que vous apporter des problèmes. Voilà ce que nous disons maintenant en conclusion. Là, nous avons vu les déclarations des pasteurs. Mais nous disons ceci. Ce n'est pas, je crois bien que l'ensemble des Congolais, personne ne pourra poser un démenti. Que cette classe politique ne nous inspire pas confiance. C'est-à-dire que les Congolais ne pensent pas que c'est avec cette classe politique que leur problème prendra fin. Parce qu'au jour le jour, les choses ne font que s'empirer. Et nous ajoutons, ce n'est pas aussi avec tous ces pseudo-pasteurs que nous avons dans la République démocratique du Congo que la RDC va changer. Donc il n'y a pas que des hommes politiques, il y en a aussi des pseudo-pasteurs. Et ce n'est pas avec ces pseudo-pasteurs que le Congo va changer. Nous avons dit que l'ère n'est pas aux déclarations seulement. C'est bien de dénoncer, mais aller plus loin encore, faire comprendre à ces peuples-là. Parce que Marcelo a dit que Dieu délivre cette nation de l'esprit des commissions. Non, Dieu ne viendra pas délivrer le Congo de l'esprit de la commission. Mais plutôt, c'est ce peuple-là qui doit... C'est-à-dire que vous devriez changer votre manière de parler au peuple. Ne laissez pas la responsabilité de la nation entre les mains de Dieu. Ce que vous devriez faire pour changer les choses, ce que le peuple peut faire pour changer les choses, ne le mettez pas entre les mains de Dieu. Ça, c'est une manière d'endormir le peuple congolais. Ça, c'est une manière d'endormir le peuple congolais. Plutôt, vous devriez dire au peuple congolais, levez-vous, prenez-vous en charge. Cet esprit ne pourra jamais s'arrêter si vous ne vous levez pas. Vous devriez stopper cela. Donc, levez-vous pour stopper cela. Ne restez pas là, alléluia, amen. C'est-à-dire que le peuple doit prendre conscience que c'est à lui de stopper ce fléau. Ce n'est pas à Dieu de délivrer le Congo de l'esprit de la commission ou de la corruption, du vol. Non, c'est à ce peuple-là qui a la souveraineté, qui est légitime de pouvoir s'élever et stopper cette classe politique gangrénée par des voleurs. Voilà la différence entre nous autres ici et certains pasteurs que nous disons ici, nous appelons ici des pseudo-pasteurs. Voilà. C'est ça. Je vous ai dit que la mission prophétique de l'Église, ce n'est pas de donner des promesses à bidons qui ne vont pas se réaliser. Mais c'est de lier ce peuple-là à sa nation. Voilà la mission prophétique. Vous laissez la nation aux hommes politiques, vous laissez la richesse de cette nation aux hommes politiques, et vous voulez prendre ce peuple-là et les donner le royaume des cieux. Alors qu'ils sont là en train de croupir dans la misère, ils ne mangent pas. Voilà l'insécurité qui gangrène la nation. Voilà la famine qui monte. Et vous les avez appris seulement à aller au ciel. Mais vous ne les apprenez pas qu'ils doivent s'élever. Regardez comment ces gens-là s'accaparent du pouvoir. Ils s'accaparent du pouvoir par la force. Donc cela sous-entend, c'est par la force aussi qu'ils doivent quitter. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Voilà. Donc ce qui veut dire, tu prends le pouvoir par la force. Donc c'est-à-dire que c'est par la force qu'il doit partir. Celui qui veut embrigader le pouvoir, il partira par la force. La raison pour laquelle dans la Constitution, il est dit que le peuple a le droit de barrer la route à tout celui qui veut prendre le pouvoir par force et l'embrigader. Non. Même la Constitution le dit. Et si la Constitution peut le dire, et que font maintenant les pasteurs? Ils montrent le peuple le chemin du royaume des cieux, au lieu de dire à ce peuple-là que même dans votre Constitution, c'est Mutombo, il a interprété, lorsqu'il s'agit de l'interpréter l'article 217, c'est auprès du peuple que vous êtes en train de parler. Comme ce que Mutombo, voici l'homme a fait. Il a commencé à dire des bêtises sur l'article 217 de la Constitution pour persuader ce peuple-là. Et maintenant, pour dire à ce peuple-là que toujours dans la Constitution, vous avez le droit et le pouvoir de barrer la route à tout celui qui veut prendre le pouvoir par force ou bien qui veut s'accaparer du pouvoir par force. Vous avez le droit
de le barrer la route. Ça aussi, c'est dans la Constitution. Pourquoi vous ne le dites pas? Voilà ce que vous devez dire à l'Église pour réveiller l'esprit, pour réveiller la conscience. Voilà la mission. C'est comme ça que vous allez chasser l'esprit de la commission. Et non, Dieu délivre. Non, c'est le peuple-là qui doit s'élever pour que la purification se manifeste dans la République démocratique du Congo. La révolution, c'est la purification des nations. Et cela va se faire sur le plan spirituel et physique. Donc, ce n'est pas aussi avec cette classe politique, ou si vous voulez, avec tous ces pseudo-pasteurs qui sont en train de garder la vérité captive au détriment de leurs intérêts, que la nation va changer. Non. Dites la vérité. Vous devez dénoncer, c'est bon. Avancez encore. Avancez encore. Il est temps maintenant que vous puissiez faire tomber les écailles des yeux de ce peuple-là. Au lieu de les endormir par des promesses bidons, dites-leur la vérité. Que la Constitution leur dit aussi de barrer la route. Donc la Constitution leur donne le droit de s'élever. La Constitution leur donne le droit de se soulever contre tout système contraire à la volonté du peuple ou de la volonté de la Constitution. Ils ont les droits. Ils sont dans la souffrance. Pendant qu'une portion de personnes s'enrichissent, une portion de personnes, ils sont là, en train de bouffer l'argent de la République. Ils n'ont pas de route. Croyez-vous que c'est Dieu qui va venir faire ces routes-là? Non, ils n'ont pas de route. C'est un individu. Donc, il est temps que vous puissiez changer l'évangile et leur faire comprendre que les démons virtuels que vous chassez, ce ne sont pas eux qui sont à la base de votre malheur aujourd'hui. Non, vous avez le vrai démon. Enlevez un peu la voile devant vous et regardez le vrai démon. Le vrai démon, c'est cet homme-là, c'est cette femme-là. C'est celui-là qui a volé l'argent de la République destiné à un secteur. Et vous êtes dans le chômage. Pourquoi? Parce que cette femme vole de l'argent. Parce que cet homme, c'est un voleur patenté. Depuis qu'il est aux affaires, il est là pour voler. Il vole pour lui et pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille. Rien pour vous. Voilà. Et les sommes que ces gens-là, ils volent, on peut créer des entreprises. Vos enfants auront du boulot. Donc, le chômage est dit aussi. C'est-à-dire qu'à ce que ces gens-là, ils font, à des vols massifs dans chaque secteur, voilà comment la République est plongée dans les chaos. Voilà. Donc, c'est de cette manière-là que vous devriez parler, cher pasteur. C'est de ça que je sache. Moi, je crois que le message ici va encore arriver. Parce que nous osons croire que là où nous parlons, vous entendez, et ça arrive. La raison pour laquelle vous avez commencé à changer le langage. Et c'est bien. C'est comme ça qu'un homme de Dieu doit parler. C'est comme ça. Et là, avancez, je vous donne encore la matière. Comment est-ce que vous devriez parler? Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Et vous allez voir que les gens, ils vont changer la façon de voir les choses. Les gens, ils vont changer même le langage. Les gens, ils vont commencer à parler du bien de vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est la honte. C'est la honte. Parlons un peu de l'insécurité alimentaire, rapidement. Insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. 25,6 millions de personnes touchées. Le gouvernement promet des solutions durables. Le gouvernement promet des solutions durables. Nous allons essayer un peu de voir ça bien ensemble avec vous. Voilà. Insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. 25,6 millions de personnes touchées. Le gouvernement promet des solutions durables. Le gouvernement de la RDC, par l'entremise de Grégoire Mouchai Moutombe, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, a validé jeudi 21 novembre 2024 le résultat du rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC. Selon ces rapports, 25,6 millions de personnes, soit un quart de la population souffre. Un quart de la population souffre d'insécurité alimentaire en raison de conflits persistants dans l'est de la République démocratique du Congo.
de déplacement massif et de changement climatique. Mais moi, je vais corriger cet article. Moi, j'ai dit l'insécurité alimentaire. On nous parle ici, c'est en raison des conflits persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo. Non, ça, c'est une manière de couvrir un peu ce que ces gens-là ils font en secret. Lorsqu'on écrit comme ça, c'est une manière de dédouaner un peu des voleurs de la République démocratique du Congo. Certains voleurs, je dis. Parce que ce n'est pas tous les politiciens qui sont là pour voler. On ne peut pas dire que l'insécurité, comment dirais-je, en République démocratique du Congo, l'insécurité alimentaire est due au conflit persistant dans l'Est de la République. Non. Mais moi, j'ajoute encore, l'insécurité alimentaire est due non seulement à l'insécurité alimentaire et non seulement à l'insécurité, au conflit persistant dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi au vol massif des deniers publics. Au vol massif des deniers publics. Parce qu'on vole l'argent. On vole l'argent. Si on vole l'argent, il n'y a plus rien. On ne peut pas créer des entreprises. On ne peut pas construire des routes. Il n'y aura pas de marchandises acheminées vers une province vers une autre. Parce qu'il n'y a pas de route. Donc l'insécurité alimentaire n'est pas seulement suite au conflit persistant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Non, ça c'est faux. Mais j'ajoute, on ne peut pas se limiter là, sinon ce serait une manière de dédouaner les voleurs. Voilà. Donc comprenez un peu dans ces articles-là, il y a des rapports, mais il y a aussi la contre-vérité. Les rapports ne sont pas donnés d'une manière là limpide. Et nous allons rendre cela limpide, comme l'eau des roches. La raison pour laquelle nous disons qu'il ne s'agit pas seulement du conflit à l'Est qui est à l'origine de l'insécurité alimentaire, loin de là. Loin de là, loin de là même, loin de là. Il y en a des pays qui sont en conflit, mais les gens, ils mangent à leur faim. Israël est en conflit. Il y a des guerres là-bas au Moyen-Orient. Mais jamais on nous parle de l'insécurité alimentaire en Israël. On ne parle pas de l'insécurité alimentaire en Israël. Il y en a des pays qui ont connu des guerres ou qui sont en conflit. Mais les gens, ils sont là, ils mangent. On ne parle pas de l'insécurité alimentaire, dit à ceci, dit à cela. Non. Nous savons que l'insécurité et les conflits ont aussi un impact. Nous ne nions pas cela. Mais nous disons, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y en a aussi des pays en guerre. Mais les gens, quand même, ils trouvent de quoi à manger. Les gens s'en sortent économiquement. Voilà. Mais en RDC, c'est que les gens, ils volent trop. C'est ça. Le politicien, certains politiciens congolais, ils volent trop. Et curieusement, l'argent de la RDC, ce ne sont pas des hommes qui le volent, mais ce sont des fantômes. Pourquoi? Parce qu'on vole l'argent, on publie des voleurs, il y a des rapports, il y a des enquêtes, on trouve qu'il n'y en a pas. Mais qui a pris cet argent? On n'a jamais impliqué qui que ce soit. La raison pour laquelle un Rasta a dit qu'au Congo, même si on arrêtait les diables Penayeyo, on arrête, ils vont les libérer. Ils vont les libérer. Ce qui est grave, c'est qu'on ne sait pas qui vole cet argent. Donc, ce sont des fantômes qui arrivent, qui récupèrent les deniers et ils s'en vont avec. Voilà le message que les politiciens congolais nous balancent. Voilà le message que la justice congolaise nous balance. Et même les responsables du secteur où il y a eu des tournements, ils ne sont pas inquiétés. C'est ça le problème de la RDC. L'argent disparaît. Mais qui a pris cet argent? On parle du vol. Les responsables du secteur, ils sont innocentés après. Mais l'argent ne rentre pas toujours dans la caisse de l'État. Mais on se pose la question. Il y a eu vol. L'argent a disparu dans la caisse. On accuse les responsables du secteur, on dit que ce n'est pas lui. Bon, où est passé cet argent? Depuis que l'argent ne se fait que volatiliser, jamais le fantôme là ont pensé à venir rendre même des billets pour dire que non, quand même, hein, j'ai pitié, je vous rends au moins ça. Jamais du tout. Jamais. On vole l'argent, mais on n'implique personne.
Voilà des choses qu'on nous fait gober, nous la population. Et les pasteurs vont nous dire que vous irez au ciel. Non, réveillez la conscience de ce peuple-là. Vous avez dénoncé. La prochaine étape, c'est maintenant ce peuple qui doit prendre conscience que ce n'est pas Dieu qui va régler les comptes, mais c'est à ce peuple de s'élever et d'en découdre avec des faux, je précise des faux politiciens qui ne travaillent pas par vocation et qui n'ont pas les soucis de la nation. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc regardons un peu. Et si on parlait un peu de la Constitution, regardez un peu ce qu'a été l'intervention de le Front démocratique en Afrique, voilà, qui ont parlé aussi de cette affaire de la Constitution. Suivons un peu cette vidéo. Le Parti africain continue sa campagne contre le projet du troisième mandat de M. Tshisekedi parce que nous ne pouvons pas le juger par rapport à ses propos, nous le jugeons plus par rapport à sa pratique. Or, il s'avère qu'il est le président qui s'attaque aux étrangers que lorsqu'il est en face des échéances. Il a par exemple fait adhérer la République démocratique du Congo dans une organisation sous-régionale, donc l'EAC, la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, sans l'aval du Parlement, comme l'exige la Constitution dans son article 214. Pourtant, certains pays comme le Rwanda, l'Ouganda, membres de cette organisation sous-régionale, commettent un génocide dans l'Est de la République démocratique du Congo, pillent les richesses minières du pays pour servir les multinationales et continuent à occuper notre pays. Il a même déclaré, lui Tshisekedi, lors d'une réunion dans le cadre du processus de Nairobi, je le cite, « Ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'East Community Africa, donc l'EAC, qui deviendra notre pays. Ne vous méfiez pas de moi ni de mon gouvernement, nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. » Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'East African Community qui deviendra notre pays en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. Et plus grave encore, M. Tshisekedi n'a pas lu l'article 4 de la charte de l'EAC qui stipule dans son alinéa 1 la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. Voilà dans quel état Tshisekedi a mis la République démocratique du Congo. En plus, il doit cesser de se référer aux élections de décembre 2023 pour justifier sa légitimité et celle des institutions issues de la plus grande fraude électorale que la République démocratique du Congo n'a jamais connue dans son histoire à part du temps de la dictature moboutiste. Parce qu'avec presque 13 000 machines à voter entre les mains des candidats de son parti, selon les observateurs, et 7 jours au lieu d'un seul jour, comme cela était prévu dans le calendrier électoral, il n'y a pas de légitimité. L'opposition à laquelle M. Tshisekedi fait allusion, il prétend avoir battu lors des dernières élections, eh bien, c'est celle qui est représentée dans son gouvernement et une autre qui soutient son projet de changement de la Constitution. Non, le Front démocratique africain n'est pas prêt à reconnaître la légitimité des institutions issues de la fraude électorale avec une CENI dirigée par Denis Kadima qui est au fait un cadre de l'UDPS que Tshisekedi a imposé à la tête de cette institution en le faisant d'abord adouber aux kimbanguistes alors que les fidèles kimbanguistes ne l'ont jamais vu dans leur culte, sauf lorsque Tshisekedi avait décidé de l'imposer comme président de la CENI. Par conséquent, personne ne peut non plus reconnaître ou accepter ou faire confiance même au référendum, au projet du référendum qu'il envisage organiser pour rester au pouvoir en remettant le compteur de son mandat à 0. Voilà, d'accord. Donc, il s'agit là l'intervention des membres du Front démocratique africain. Et pour eux, le président Tshisekedi n'a pas la légitimité via tout ce qu'il a à démontrer. Mais vous venez d'entendre encore ce qu'il a dit.
lorsqu'il a évoqué cette histoire de la Constitution, ce messieurs dit, il essaye un peu de rappeler, voilà, ce qui semble créer un peu un problème. Parce que je vous avais dit autrefois que les Congolais ont du mal à cerner la politique des autorités congolaises. À un moment, c'est-à-dire, il y a un peu des zones d'ombre. Vous venez de suivre ce qu'a été l'intervention du président de la République à l'époque qui a dit « ça ne sert à rien de vous battre sur des portions de terre ». Mais curieusement, lorsque le président nous a parlé du changement de la Constitution, voilà, donc il a évoqué l'article 217 où selon le président de la République, que cet article-là crée un handicap pour la RDC, c'est-à-dire que nous risquons, par rapport au conflit, de céder une partie de notre souveraineté. Cela veut dire une partie des terres. Alors que le président de la République nous avait dit, ça ne sert à rien de se battre pour des portions des terres. Vous avez encore écouté, lorsque le président avait parlé en nous disant que c'est la communauté, c'est-à-dire sur les EAC, qui sera désormais notre pays. C'est-à-dire que le président avait ramené le pays, le Congo, à l'EAC sans consulter l'Assemblée nationale, sans consulter le Sénat. Vous venez de suivre. Et là, personne ne pourra poser un démenti. Pépé Mbosso ne nous dira pas le contraire de ce que nous venons d'entendre là. Donc, ces messieurs, les fronts démocratiques africains essaient de nous faire comprendre qu'au contraire, c'est le président qui nous avait déjà placés c'est-à-dire que dans un handicap. Vous comprenez? En ramenant la RDC dans l'EAC, vous comprenez? Voilà. Donc ils veulent nous faire croire ici que c'est le président, au contraire, qui était, ou bien qui est, selon eux, à la base de ce qui peut arriver pour que le Congo puisse perdre, vous comprenez, une partie de sa souveraineté. Il a cité ici, il a balancé la vidéo. Et nous disons encore, lorsque le président avait dit que vous ne pouvez pas, c'est inutile de vous battre pour des portions de terre. Parce que moi, je sais que la légitimité d'un peuple, c'est autour du combat qu'il a pour de protéger sa nation, de protéger la terre. Depuis les ancêtres, depuis que le monde est monde, aujourd'hui, les gens se battent pour protéger l'intégrité territoriale. S'il y en a des guerres entre Israël et les Palestiniens, vous comprenez, et au Moyen-Orient, c'est le conflit, c'est à cause des portions de terre. Vous comprenez? Mais le chef de l'État nous dit que ce n'est pas évident de se battre pour des portions de terre. Donc, moi, je crois que cette parole était forte. Vous comprenez? Donc, le président doit peut-être se remettre en cause par rapport à certaines déclarations, certaines médiatiques. Parce que la terre, depuis la nuit des temps, on se bat pour protéger cela. Peu n'importe le temps. Vous comprenez? Qu'il y ait la paix ou non, il y a raison pour laquelle dans les frontières, il y a toujours des militaires. Il y a des gardes frontaliers. Pourquoi? Pour ne pas laisser l'accès à l'ennemi, non de vous attaquer, mais de déplacer des bornes. Donc, on protège la terre, on protège nos limites, on protège tout. Donc, c'est une manière aussi d'être aux aguets. Vous comprenez? Mais quand le président parle du changement de la Constitution et il évoque l'article 217, n'est-ce pas là une manière de se battre aussi pour la terre? Parce qu'il dit que cet article-là nous handicape un peu la RDC jusqu'à donner, et comment dirais-je, la RDC doit céder une partie de sa souveraineté. Vous comprenez? Mais lorsqu'il évoque ça, lorsqu'il dit qu'il faut que ça change, n'est-ce pas pour lui une manière de se battre aussi? Mais comment pouvait-il évoquer en disant que ça ne sert à rien de vous battre sur des portions de terre? Vous comprenez? Voilà, donc il y a un peu un paradoxe qui règne parmi les hommes politiques et dont le peuple n'arrive pas à cerner et le peuple n'arrive pas à comprendre. Vous comprenez? C'est ce qui pousse, je vous ai dit. Et lorsqu'on analyse tout ça, le peuple est dans l'incertitude. La raison pour laquelle les hommes politiques congolais n'inspirent pas confiance au peuple. Le peuple n'a pas confiance ni aux hommes politiques,
ni même à leur déclaration. Donc, lorsqu'on propose une chose, les Congolais se disent que non, il est en train de parler pour son intérêt. Vous comprenez? Lorsqu'on propose telle chose, les Congolais se méfient en majorité, en masse, pour une simple raison, c'est qu'ils n'arrivent pas à cerner. Il y a trop de contradictions, trop de paradoxes entre, c'est-à-dire que dans les déclarations, dans les agissements des hommes politiques congolais. Vous voyez, donc ça manque un peu une cohérence dans les actions, dans des déclarations, dans des sorties médiatiques de certaines autorités au Congo. Voilà. D'accord. Donc, nous allons terminer cette vidéo sur la déclaration du cardinal Ambongo. Voilà. Débat sur le changement ou la révision de la Constitution. Tout ce temps qu'on perd, toute cette énergie autour n'est qu'une distraction, selon cardinal Ambongo. Lors d'une messe avec tous les jeunes de l'archidiocèse de Kinshasa, au terrain du collège Saint-Raphaël, ce dimanche 24 novembre, Fridolin cardinal Ambongo s'est invité sur le débat de l'heure autour de la révision ou du changement de la constitution de la République démocratique du Congo. L'archevêque de Kinshasa a sévèrement critiqué cette démarche, estimant, comme d'aucuns, que les priorités de la société congolaise sont pour le moment ailleurs. Au lieu de s'occuper de la jeunesse abandonnée et se soucier d'elle ainsi que son avenir, par des actions et des initiatives concrètes, bien réfléchies et planifiées, on nous parle de changements constitutionnels, a déclaré le cardinal Ambongo sous des acclamations des fidèles. Avant de s'interroger, est-ce que c'est le changement est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir ou du travail après nos études? C'est ce changement qui nous permettra de quitter Massina et d'arriver à Goma et à Gombe à temps sans embouteillage de la ville. Ça, c'est la question. Ce sont des questions que M. Cardinal Ambongo s'est posées. Est-ce que c'est ce changement de la Constitution qui va faire en sorte que la RDC, que les gens quittent Massina jusqu'à Gombe sans embouteillage, qu'il y ait les transports? Est-ce que c'est le changement de la Constitution qui va améliorer l'avenir ou la vie de la jeunesse congolaise? Ou bien, donc il a essayé de poser pas mal de questions. Et moi, je crois que ce sont des questions que le Congolais se pose au quotidien, au jour le jour. C'est pourquoi je vous ai dit que les hommes politiques congolais, c'est-à-dire qu'ils parlent du Congo, mais ils ne travaillent pas pour le Congo. Je vous ai dit que nous n'avons rien à commun avec les autorités politiques congolaises. Nous n'avons rien à commun avec les politiciens en dehors de notre couleur de peau. En dehors de notre couleur de peau. La raison pour laquelle j'en appelle à la conscience des autorités congolaises. Je ne sais pas si vous avez d'autres nations, mais les Congolais n'ont que le Congo comme patrie. S'il vous plaît, aimez le Congo. Jusque-là, nous vous le demandons humblement. Aimez le Congo, car chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour manipuler et il y a un temps pour un peuple de s'élever et se prendre en charge. Travaillez pour le Congo. J'en appelle à votre conscience. Si vous avez autre pays, peut-être, voilà. Mais si vous n'avez que le Congo comme patrie, si vous n'avez que le Congo, si réellement vous travaillez par vocation, il est temps que vous puissiez renoncer à vos ambitions personnelles, car les serments que vous avez prêtés dans votre secteur, c'était pour la nation. Travaillez pour la nation. Travaillez pour le bien-être de la population congolaise. Ils vous seront si reconnaissants. La nation vous sera reconnaissante. Et les très hauts vous seront reconnaissants. Les ancêtres également vous seront reconnaissants. Mais au cas contraire, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Rien de nouveau sous le soleil.
Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est sur cette parole que nous mettons un point final. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à tous les sympathisants de la MAT. Abonnez-vous encore dans la MAT officielle. Et à nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours dans la MAT officielle. À moi.